Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Tech Summer Show. Comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine, nous avons pas mal de grosses actualités cette semaine-ci, notamment avec l'Ethereum qui va passer à du Proof of Stake, ou plutôt qui est passé maintenant, c'est fini. Donc vous ne pouvez basiquement plus miner d'Ethereum. Nous avons aussi YouTube qui teste de mettre 5 voire même 10 pubs d'affilée que vous ne pouvez pas passer. Oui, vous ne rêvez pas, c'est de la folie. Et nous avons pas mal de news aussi au niveau carte graphique, carte mère qui vont arriver, pas mal d'actualités. Donc, vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. N'hésitez pas à sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. C'est vraiment un texte à macho varié ici en plus, donc il y en a pour tout le monde, je pense. Mais avant ça, ce début de Tex Show est présenté par Geekom et leur mini PC R11. Ce mini PC est parfait pour la bureautique ou même s'amuser sous Linux si vous le voulez, parce que vous pouvez l'installer dessus. Il est d'ailleurs fourni avec Windows 11 Pro de base. Une licence d'ailleurs Windows 11 Pro coûte 2/3 du prix de ce mini PC, donc ça c'est un petit détail amusant. Il est équipé d'un processeur Celeron N5095 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage en SSD, et tout ça dans un châssis très petit, vraiment petit. Le Mini R11 est à peine plus grand qu'un décodeur TV, et je ne parle pas d'un gros décodeur TV, je parle des vraiment très petits. Vous pourriez le mettre dans votre poche et juste marcher avec sans aucun problème. Bon, les gens se demanderaient pourquoi votre poche est aussi grosse, mais vous pourriez le faire. Vous pouvez donc facilement le cacher derrière un écran via une fixation VESA qui est d'ailleurs inclus dans la boîte, ça c'est assez important. D'ailleurs au passage, en boîte vous aurez le Mini R, vous aurez aussi un câble HDMI, un câble mini DisplayPort vers HDMI, vous aurez le chargeur qui permet d'alimenter l'ordinateur évidemment, une prise, la fixation VESA comme j'ai précisé, ainsi qu'un sac de transport. Donc littéralement il vous invite à le transporter genre dans votre poche. Ça permet donc de faire un setup bureautique parfait et minimaliste. Il permet aussi de jouer un petit peu à des jeux très légers, il faut quand même le noter ici, comme Minecraft avec des modes d'optimisation, ou encore des jeux simples comme Stardew Valley, Let's Starve Together, ou encore d'autres jeux un petit peu plus en 2D qui ne requièrent pas énormément de puissance. Mais vous pouvez quand même le faire, ce qui est plutôt cool. Et tout cela en étant très silencieux. Il y a un assez gros radiateur sur ce processeur qui est assez modeste. Du coup, ça donne un PC qui fait à peine du bruit même en pleine charge. Et si vous le mettez derrière un écran, là vous l'entendrez même plus. Si on ouvre le Mini R11, on peut aussi voir qu'il est facilement améliorable. Vous avez 2 slots de RAM, dont un populé et l'autre disponible. Et vous avez aussi un slot SSD en M.2 où vous pouvez mettre les plus gros SSD qui existent. Donc si vous voulez passer à du 2 Tera, vous pouvez le faire sans trop de problèmes. Mais si vous n'êtes pas confortable d'ouvrir le Mini R11 pour améliorer ses spécifications ou pour ajouter du stockage, vous avez aussi pas mal de possibilités à l'extérieur, avec notamment à l'avant un USB type C, un USB type A, un combo jack, ainsi que le bouton pour l'allumer. Vous avez un slot de carte SD sur le côté. Vous avez ensuite derrière un autre port USB type C, vous avez un port HDMI, vous avez 2 ports USB type A avec des vitesses qui peuvent aller jusqu'à l'USB 3.2 Gen 1, un port Ethernet, un mini DisplayPort et enfin le jack pour alimenter le PC. Et aussi vous avez un casing tongue lock sur le côté, si vous voulez verrouiller, si quelqu'un pourrait vous le piquer parce qu'il est tellement léger que quelqu'un pourrait le prendre assez facilement. Du coup, n'hésitez pas à découvrir le Mini R11 de Geekom en suivant le lien dans la description. Il n'est clairement pas le plus puissant, mais c'est certainement l'un des plus petits du marché. Commençons justement par les news qui concernent l'Ethereum, parce que selon moi, c'est vraiment la plus grosse news de la semaine ici. L'Ethereum est évidemment une cryptocurrency, une crypto-monnaie qui est très populaire. C'est la seconde la plus populaire au monde après le Bitcoin. Et bien souvent aussi, beaucoup de gens minent de l'Ethereum pour ensuite l'échanger pour des bitcoins ou d'autres cryptocurrencies peut-être plus stables ou autres. Du coup, l'Ethereum a souvent été aussi accusé de consommer évidemment beaucoup d'électricité à cause de toutes ces personnes qui en minent avec notamment des cartes graphiques. Vous pouvez aussi considérer que beaucoup de cartes graphiques de la génération 3000 sont parties pour miner justement de l'Ethereum. Donc là, vous avez le groupe derrière l'Ethereum qui, depuis pas mal de temps, voulait passer à un modèle Proof of Stake. C'est-à-dire que au lieu de miner de l'Ethereum avec une carte graphique, donc vous, en gros, complétez un algorithme très compliqué pour générer un petit peu plus de monnaie à chaque fois. Ici, le principe, c'est que c'est selon la quantité d'Ethereum que vous avez que vous allez en avoir un petit peu plus au fil du temps. Donc, c'est un peu plus similaire à un système financier classique en quelque sorte, même si je tiens à préciser que ce n'est pas la même chose. Donc en gros, plus vous avez d'Ethereum, plus avec le temps vous en allez avoir encore plus. Et du coup, c'est comme ça que vous pouvez maintenant en miner en quelque sorte, même si c'est plus vraiment du mining. Du coup, pour information,
Le fait de passer à ce proof of stake fait que, bien évidemment, il n'y a plus aucun intérêt de miner avec des GPU. Après, ça ne veut pas dire que tous les mineurs vont arrêter de miner avec un GPU. Il y a d'autres cryptocurrencies qui pourraient toujours miner avec un GPU, il faut quand même le préciser. Mais ça veut dire que si toutes les personnes qui minent actuellement de l'Ethereum arrêtaient de miner avec des GPU et arrêtaient de miner de manière générale, ça réduirait la consommation d'électricité mondiale, pas juste dans un pays ou autre chose, mondiale de 0,2%. C'est énorme. Ça vous montre à quel point les cryptocurrencies pouvaient consommer pas mal d'énergie. Je sais qu'il y a eu souvent le parallèle qui était fait avec le fait que le système bancaire qu'on a actuel, les banques et tout ça, consomment beaucoup d'électricité, plus que des cryptocurrencies. Mais c'est un système bancaire qui concerne littéralement le monde entier. Ici, les cryptocurrencies sont utilisées par quoi? 1% de la population, à tout casser? Et ça consommait 0,2% de l'électricité mondiale. Toute l'électricité mondiale. C'est énorme. Juste pour l'Ethereum. Il y a d'autres cryptocurrencies. Bon, après, l'Ethereum est vraiment le plus populaire. Donc, c'est certainement le gros de cette électricité consommée. Donc, ça ne veut pas dire quand même qu'on va diminuer de 0,2% au niveau de l'électricité globale. Encore une fois, parce qu'il y a certains qui vont certainement passer vers d'autres cryptocurrencies si elles tiennent encore bon. Parce que le problème aussi, c'est que peut-être il y a beaucoup de gens qui vont se dire il n'y a plus aucun intérêt de miner des cryptocurrencies, ou il y a aussi un petit peu les cryptocurrencies ont un petit peu du mal en ce moment, justement dû au fait que là, quelques temps, on a déjà les prix d'électricité qui avaient augmenté. Donc, ma foi, ça pourrait aussi aider les cryptocurrencies à peut-être reprendre un peu du poil de la bête, vu que maintenant, l'Ethereum n'est plus dépendant de la consommation électrique et le prix de l'électricité est vraiment très cher. Bon, pas partout dans le monde non plus, mais à pas mal d'endroits. Donc, on verra bien ça. Je ne suis pas un expert en cryptocurrency, donc personnellement, ouais, voilà. N'hésitez pas à aller voir des chaînes qui sont plus spécialisées là-dessus. Mais une chose est sûre, personnellement, je vais être très honnête, je ne suis pas fan de cryptocurrency. Je vois l'intérêt par contre, la technologie derrière est hyper intéressante, mais je n'aime pas trop cette course qu'on a eue à miner des cryptocurrencies avec des cartes graphiques et des fois même consommer énormément d'électricité pour juste générer quelques centimes en plus. Il y a d'autres activités dans le monde qui sont un petit peu similaires, hein. Je ne vais pas le cacher, hein. Mais voilà, pas un grand fan personnellement. Du coup, pour moi, c'est clairement une bonne nouvelle, quoi qu'il arrive, parce que ça veut dire aussi que beaucoup de cartes graphiques qui ont qui ont servi à miner des cryptocurrencies vont se retrouver sur le marché de l'occasion, et toutes ces cartes graphiques vont faire baisser le prix globalement des cartes graphiques. Donc on devrait peut-être avoir une meilleure situation à ce niveau-là, surtout en Europe où ça a vraiment du mal à diminuer. Aux États-Unis, ça a pas mal diminué, mais en Europe, ça a pris énormément de temps. Ensuite, nous avons YouTube qui, eux, sont en mode Hey, vous savez, vous avez des pubs non skippables avant votre vidéo? Vous allez en avoir encore plus maintenant. Ils ont apparemment testé d'avoir jusqu'à 5 pubs non skippables en début de vidéo. Il y a même certaines personnes qui en ont vu jusqu'à 10, que j'avais vu un screenshot. Bon, après 10, c'est peut-être un Photoshop ou autre chose. Je ne le vois pas dans cette news en tout cas. Mais 5 pubs non skippables, c'est énorme. Pour moi, c'est clairement pas une bonne chose à faire pour YouTube. Évidemment, il faut voir le temps global de ces pubs, hein. Là, on voit qu'elles durent 12 secondes. Je veux dire, si c'est 5 pubs de 15 secondes, c'est toujours mieux qu'une pub. Je suis en train de calculer dans ma tête, en fait. Oui, c'est toujours mieux qu'une pub de 1 minute 30. Vous voyez? Donc, non skippable. Mais quand même, pour moi, c'est une pente glissante vers laquelle YouTube se met ici. Et ça ne va pas forcément plaire aux gens. Et du coup, ces personnes vont juste être en mode non, je vais utiliser AdBlock, je vais utiliser uBlock et finir les pubs comme ça. Il y a des gens qui continuent de regarder les pubs parce qu'ils veulent soutenir les YouTubers. Mais si ça devient trop abusé, ils vont pas se faire prier, ils vont juste utiliser uBlock ou AdBlock. Et franchement, si vous le faites, je vous respecte. Moi-même, si ça devenait trop n'importe quoi, je le ferais certainement. À l'heure actuelle, personnellement, j'ai pris YouTube Premium, quelque chose que je ne voulais pas prendre parce que selon moi, c'est un peu soutenir YouTube malgré le fait qu'ils font des choses très mauvaises depuis pas mal d'années. Mais bon, au moins là, j'ai la conscience tranquille de me dire oh, j'ai pas de pub, mais au moins cet argent que je paye chaque mois, une partie est reversée aux YouTubeurs que je regarde. Après, je sais que tout le monde peut pas prendre YouTube Premium, surtout que ça coûte cher pour pas grand chose quand on y pense. Donc, yep. Dans tous les cas, pour moi, YouTube ne devrait pas faire ça. Parce que franchement, c'est
c'est un peu comme le policier et le voleur, vous voyez? Le voleur peut-être acquiert un nouvel outil pour voler plus facilement et le policier, du coup, est obligé d'acquérir un meilleur encore outil derrière. Là, le truc, c'est que les gens vont voir de plus en plus de pubs, ils vont utiliser uBlock. Du coup, YouTube va être en mode: «Oh, on a encore moins de revenus, mettons encore plus de pubs» et il y a encore plus de gens qui vont prendre uBlock ou AdBlock et ça va être de pire en pire, en fait. Donc pour moi, ce n'est clairement pas la solution et ça montre à quel point et je tiens à le préciser, YouTube est rentable pour Google depuis maintenant plusieurs années. Ici, ils sont vraiment en mode, on veut faire plus de cash. Ou alors, on a vu que nos revenus avaient un peu diminué, ça ne va pas, il faut qu'on les remonte à mort. Donc, c'est pour moi, ce n'est pas, ils ne font pas ça pour que YouTube survive. Ils font ça parce qu'ils veulent juste plus d'argent. Donc, c'est vraiment une mauvaise décision à long terme, surtout qu'à côté de ça, ils se font botter les fesses par TikTok. Donc, yep. Après, évidemment, s'il y a plus de pubs sur une vidéo, techniquement, les youtubeurs aussi gagnent plus d'argent. Faut quand même le savoir, mais bon. Je trouve que c'est pas forcément la bonne solution parce qu'après, si les gens utilisent uBlock, là, les youtubeurs et YouTube ne gagnent rien comme argent. Donc, yep. C'est du coup un test pour ceux qui se demandent. YouTube a souvent des trucs comme ça où vous allez avoir seulement 1% des gens sur YouTube vont être soumis à un test. Mais évidemment, ces 1% vont poster des screenshots sur Internet et du coup, ça va faire des news et tout ça. Donc, ça ne veut pas dire que tout le monde a 5 pubs non skippables maintenant. Mais c'est certainement un test pour voir ce que pensent les gens, justement. Voir si dans ce pourcentage de gens qui ont eu 5 pubs, est-ce qu'il y en a plus qui prennent YouTube Premium ou est-ce qu'il y en a qui quittent YouTube, qui arrêtent de regarder des vidéos sur la plateforme? Je pense qu'ils sont clairement en train de tester. C'est pour ça que je dis, YouTube, en arrière, revenez. Juste reculez parce que là, c'est pas une bonne décision. Ensuite, on a eu un leak massif au niveau de GTA 6. Vous avez un hacker qui a tout simplement récupéré plus de 90 vidéos, enfin 90 vidéos exactement, 90 si vous préférez, de gameplay en... Alors, c'est pas du gameplay du jeu terminé, c'est clairement du gameplay du jeu en cours de développement qui montre pas mal de choses, notamment le fait qu'il y aura certainement un protagoniste masculin et féminin. Vous aurez aussi, du coup, ça se passera probablement à Vice City. Vice City est la version imaginaire, évidemment, de Miami dans le monde normal. Et du coup, ça montrait pas mal de choses à ce niveau-là. Je ne vais pas montrer de vidéo dans cette... vous voyez qu'elle s'est fait... La vidéo s'est fait retirer pour droit d'auteur, donc... je vais éviter de montrer même des images qui viennent d'une vidéo parce que un petit peu dangereux, mais vous pouvez les trouver en ligne, ok? Vous pouvez les chercher si vous voulez. Après, tenez compte que c'est en plein développement, donc voilà, c'est pas du tout fini, il y a pas mal de bugs. Donc c'est à peu près au même niveau qu'un jeu Ubisoft, basiquement. Donc voilà, tenez-en compte. Et du coup, yep, ça fait longtemps que les gens attendent GTA 6. Pour information, GTA 5 était sorti 2013, oui, 2013. Ça fait pratiquement 10 ans que c'est sorti et Rockstar continue de ressortir le jeu et encore et de faire des... basiquement, ils se font de l'argent avec le multijoueur en ligne, ça c'est sûr et certain. Mais bon, beaucoup de gens sont en mode, hey, c'est quand là qu'on a une news? C'est quand qu'on a quelque chose? Parce que même pour GTA 5, ça n'avait pas pris autant de temps par rapport à GTA 4. Donc là, il y a vraiment un laps de temps qui est énorme. Donc on verra bien ce que ça donnera. Apparemment, ils vont repousser les limites de tout ce qu'ils ont fait, ce qui est assez logique. Ce sera le premier jeu GTA aussi qui sera fait pour la full next-gen, parce que en réalité, quand GTA 5 est sorti, il était sorti d'abord sur l'ancienne génération de cartes graphiques, de consoles. Et puis les nouvelles consoles étaient juste sorties après, des encore meilleures. Et maintenant, évidemment, on a la next-gen avec les PlayStation 5, Xbox Series X et Series S. Donc ça veut dire qu'il y a eu limite 2 générations complètes de consoles entre GTA 5 et GTA 6 qui va arriver. Donc vous devez bien vous douter, avec 2 générations de consoles entre les deux, ça va changer beaucoup de choses. Après, c'est probable que GTA 6 soit quand même fait pour qu'il puisse tourner sur les anciennes consoles. Je pense les Xbox One. Mais peut-être pas en fait. Peut-être qu'ils vont juste se concentrer sur les consoles next-gen. Surtout que le jeu n'est pas encore annoncé. Donc s'il est annoncé même cette année, une sortie par avant 2, voire 3 ans,
ce qui ferait beaucoup de temps en réalité. Mais du coup, plus de gens auront des consoles next-gen. Donc ils pourront se permettre de repousser les limites parce qu'ils auront des consoles plus puissantes avec lesquelles travailler. Des meilleures vitesses aussi de chargement. Ça, c'est certainement un point positif parce que GTA 5, c'est un des problèmes. Vous avez beaucoup de popping sur console, donc les trucs apparaissent quand vous êtes très proche. Et c'est dû au fait qu'ils sont obligés de prévoir que les consoles tournent sur un disque dur parce que la plupart des consoles qui font tourner GTA 5 ont un disque dur. Du coup, le temps de chargement du disque dur, la vitesse n'est pas très importante. Donc là, avec la garantie que c'est sur Next Gen, ils sont en mode hey, on a du SSD, on peut charger beaucoup plus de données à la fois. Donc ça devrait donner meilleur graphisme, moins de popping et tout ça. Donc c'est une bonne chose aussi. Et une map peut-être encore plus grande avec plus de distance de rendu. GTA 5 a quand même, franchement, est pas mal impressionnant au niveau technique. Il faut quand même l'avouer. C'est peut-être pas un jeu parfait, mais il est très impressionnant quand même avec l'âge qu'il a maintenant. Du coup, je pense que là, avec du full next-gen, il pourrait vraiment faire un jeu exceptionnel. Maintenant, j'espère juste qu'ils vont pas se concentrer seulement sur le multijoueur et le fait de payer des microtransactions, parce que là, c'est pas très intéressant. Pour moi, GTA, ça a toujours été un jeu très intéressant au niveau de la campagne solo. Et j'espère qu'ils vont toujours se concentrer là-dessus. Ensuite, nous avons une vidéo de Gamer Nexus avec ensuite suivi pas mal d'informations de posts et tout ça. Je vais vous mettre notamment un sur Video Cards qui vient du CEO de EVGA et je viens de lancer une recherche sans faire exprès. Basiquement, EVGA va arrêter de faire des cartes graphiques NVIDIA ou en tout cas ne va pas faire de cartes graphiques next-gen NVIDIA parce qu'ils vont arrêter leur partenariat avec NVIDIA. D'où ça vient? Selon EVGA et selon ce qu'il y a dans la vidéo de Gamer Nexus, que je vous mettrai en description, basiquement, vous avez EVGA qui accuse NVIDIA de maltraiter ses partenaires. Un des trucs les plus cités, notamment, c'est le fait que vous avez la RTX 3080, par exemple. Vous pouviez, en tout cas, à la sortie, l'acheter à 719 €, si je me souviens bien, oui. Le truc, c'était le Modern Thunder Edition. Les modèles partenaires, donc MSI, Asus, EVGA, Gigabyte et tout ça, ils étaient à plus que 719 €. Si vous vous souvenez bien, ça a toujours été comme ça depuis maintenant quelques années. Et du coup, les gens disent souvent, ouais, pourquoi ils sont aussi chers? C'est tout simplement dû au fait que Nvidia coupe un peu l'herbe sous le pied des revendeurs de cartes graphiques, en fait. Nvidia définit le prix d'un GPU. Il dit, oh, si vous voulez le GPU d'une 3080, ça va vous coûter autant. Et en tenant compte de, il faut acheter des puces mémoire, il faut acheter ça, le refroidissement et tout ça, c'est impossible, littéralement impossible pour un constructeur de carte graphique de faire une carte graphique au même prix que Nvidia en Model Thunder Edition. Parce que Nvidia contrôle, eux, ils ne doivent pas acheter le GPU, c'est leur GPU. Donc ils peuvent se permettre de prendre un peu plus dans leur marge, parce qu'ils prennent une marge sur chaque GPU vendu à tous les partenaires de toute manière, et pour faire un GPU moins cher. Et du coup, les constructeurs de GPU sont obligés de sortir une carte graphique plus chère. Et ça avait souvent été déjà par le passé accusé que Nvidia coupe l'herbe sous le pied justement de leurs partenaires. Alors avant, quand c'était les RTX 2000, c'était moins grave. Les RTX 2000, le refroidissement par défaut, Thunder Edition, pas le meilleur. Il y avait un intérêt à prendre une meilleure carte graphique d'une marque, justement comme Asus, MSI et tout ça. Mais depuis la génération 3000, vous avez dû le voir, les Thunder Edition sont pas trop mal. C'est pas les meilleures, mais elles sont vraiment pas mal en fait. Au point même que les gens sont en mode, je vais juste prendre une Thunder Edition. À quoi ça sert de prendre un des gros modèles? Et donc ça a coupé énormément dans la marge des grosses marques qui n'arrivent pas à faire de la compétition en fait. Dans le meilleur des mondes, ce que devrait faire Nvidia, c'est basiquement dire, ok, le prix de base d'une RTX 3080 est de 719 € et Nvidia fait exprès de laisser suffisamment de marge au niveau du prix du GPU pour que n'importe quel constructeur puisse faire un modèle à 719 €. Mais c'est évidemment ce qu'ils n'ont pas fait et c'est ce qui a mené à cette situation-là. Il y a d'autres trucs qui ont été un petit peu indiqués. D'ailleurs, je vous invite vraiment à regarder la vidéo, notamment le fait que Nvidia ne respecte pas toujours leurs partenaires, justement. Donc c'est vraiment dommage à voir ça. Après, je ne suis pas non plus hyper étonné, soyons honnêtes. Donc, yep.
Pour information, le marché du GPU pour FPGA représente 75-75% de leurs revenus, ce qui est énorme. Mais toutefois, ils ne vont pas d'un coup perdre 75% de leurs revenus pour la simple et bonne raison qu'ils vont continuer de vendre des cartes graphiques plutôt, existantes. Donc toutes les RTX 3000 et même RTX 2000 qui vendent encore, ou GTX 1000 quelque chose, seront toujours vendus. Ils vont continuer d'en fabriquer, ils vont continuer d'en vendre et vous pourrez toujours les trouver sur le marché. Et si vous avez une carte FPGA, ils vont continuer d'honorer votre garantie. Donc tenez-en compte de ça. Et du coup, ça veut dire que en réalité, ils pourraient ils pourraient quand même faire des revenus pendant un petit moment parce que même si les RTX 4000 arrivent et que beaucoup de gens vont en acheter, il y aura toujours des RTX 3000 à peut-être des prix très intéressants et les gens vont se dire moi je vais prendre une RTX 3000, elle est toujours très intéressante. Donc ils pourraient toujours faire des ventes. Mais ça va clairement couper dans leur marge. Ils font toujours des cartes mères pour information, ainsi que des alimentations et d'autres appareils comme ça. Et aussi pour information, ils ne vont pas faire de carte graphique AMD ni Intel. Ils l'ont clairement précisé. Donc pour ceux qui se disent mais ils peuvent faire des cartes graphiques AMD. Non, ils ne vont pas le faire. Certainement dû au fait aussi que peut-être qu'ils ne font pas plus confiance à AMD et Intel aussi. Je veux dire, vous pourriez vous dire Nvidia, grand méchant ici. Il y a clairement des problèmes. Mais ça ne veut pas dire qu'AMD fait beaucoup mieux non plus. On ne sait pas trop ce que fait AMD au niveau justement aussi de leur modèle de base versus les modèles custom. Bon, après les modèles de base AMD, on les trouve jamais en vente, donc je suppose que ça devra aller. Ensuite, nous avons une news au niveau d'AMD et un petit peu d'informations sur les B650. Donc apparemment, vous aurez une présentation le 4 octobre sur ces cartes mères, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc on devra avoir plus d'infos sur notamment la sortie officielle et tout. Je pense que beaucoup de gens attendent justement ces cartes mères parce que les X670 vont certainement être très bonnes, mais le truc c'est que les B650 seront moins chers et auront à peu près la plupart des fonctionnalités du X670. Donc pourquoi s'amuser à prendre une carte mère ultra haut de gamme quand une carte mère milieu de gamme suffit amplement? Donc il y a beaucoup de gens certainement les attendent, surtout que là elles vont juste sortir un mois après les X670, donc ça vaut la peine d'attendre, clairement. Bref, un autre truc aussi très intéressant qu'on a eu, c'est ce tableau résumé. Et j'avais jamais remarqué, mais on a enfin la différence entre la version E et la version non E des cartes mères AMD. Donc, basiquement, X670E, vous avez du PCI Express 5.0, X670 non E, PCI Express 4.0. Même chose avec le B650E, PCI Express 5.0. Et en B650 non E, vous avez du PCI Express 4.0. Donc, c'est tout simplement la plus grosse différence. Il y a d'autres différences, mais honnêtement, c'est à peu près ça. Toutes les cartes mères, par contre, supportent l'overclocking. Pour ceux qui auraient peur que il faut prendre la version E pour overclocker. Non, vous avez tous de l'overclocking sur toutes les cartes mères. Donc, si vous voulez être plus future-proof, en toute logique, il faudrait prendre la version E. Après, tenez compte que, vu les vitesses du PCI Express 5.0, c'est fort probable que ces cartes mères coûtent plus cher parce qu'elles requièrent une construction de meilleure qualité. Il faut que les tracés soient parfaits pour le PCI Express 5.0. Juste, si le tracé est un petit peu trop long ou autre chose, ça peut changer le timing du signal électrique et faire en sorte que ça ne marche plus. C'est juste pour vous dire à quel point c'est vraiment calculé certainement au dixième de millimètre près et que ça requiert du coup une meilleure fabrication, des cartes mères de meilleure qualité, notamment au niveau du PCB. Donc, ça coûtera plus cher. Bon, après, aussi, vu que c'est la version E, au niveau marketing, elle coûtera aussi plus cher, juste pour des raisons marketing, il faut en tenir compte. Donc, yep. On verra bien les prix. Déjà, on verra les prix du X670 très prochainement. La sortie est fin du mois, donc je ne manquerai pas de vous faire une vidéo là-dessus. Parce que c'est intéressant de voir évidemment les nouvelles performances des nouveaux processeurs AMD, mais le plus intéressant, ce sera de voir les prix. Parce que s'ils coûtent beaucoup plus cher que ce que fait déjà Intel, pour moins cher, et que les cartes mères coûtent aussi beaucoup plus cher ou autre chose, quel est l'intérêt en fait? Donc ça, on verra bien très prochainement ce que ça donnera. En parlant de on verra bien ce que ça donnera très prochainement, vous avez aussi Intel qui a commencé à un petit peu se la péter en mode hey, le prochain Core i7, il pourra atteindre les 6 GHz en boost. Genre, apparemment de base. Pas
pas si vous overclockez volontairement. Et si vous overclockez volontairement, ils ont même indiqué que ça pourrait aller jusqu'à plus de 8 GHz sans aucun problème. Bon, ça, on verra bien. Mais dans tous les cas, visiblement, Intel a vu que AMD reprend du poil de la bête. Ils ont amélioré pas mal leur architecture. Ils ont un avantage aussi en efficacité énergétique. Ils se sont dit, il faut qu'on garde au moins notre avantage en performance. Donc, on va juste booster la fréquence le plus haut possible. On va juste pousser le maximum. Surtout que les processeurs AMD vont atteindre des assez grosses vitesses. Hein. Je vous rappelle, le 7950X était indiqué qu'il pourrait atteindre les plus de 5,7 GHz. Donc là, Intel est en mode, wow, faut qu'on garde la couronne. Et ça marche très bien. Il y a un argument marketing à avoir la plus grosse fréquence. Ça reste dans la tête des gens. Ils se disent, wow, 6 GHz, AMD, ils sont juste à 5,7. C'est moins bien, hein, c'est moins bien. Et ça marche. Je vous le garantis que ça marche. Pour les gens qui n'y connaissent rien en informatique, ça marche forcément. Du coup, c'est clairement pour ça, selon moi. Il n'y a aucune raison pour laquelle ce Core i9 doit atteindre absolument les 6 GHz. Il pourrait être à 5,8, ce serait pratiquement le même niveau de performance. Mais d'un point de vue marketing, beaucoup plus beau. Donc, yep, on verra bien. Après, normalement, le boost indiqué sur pas mal de fiches a toujours été de 5,8. Donc, je ne sais pas trop d'où ils sortent ce chiffre de 6 GHz. Peut-être que seulement quand vous avez la carte mère parfaite, le bon refroidissement, il va dépasser les 6 GHz de lui-même. Mais yep, on verra bien. Parce que là, ils disent up to 5,8. Mais bon, la course du gigahertz est revenue. C'est assez marrant parce qu'à une époque, il y a réellement, au début des années, un peu plus, au début des années 2000 en vrai, il y avait une course au gigahertz pour les processeurs. Vous avez les premiers processeurs à 1 GHz qui sont sortis, et puis après, c'était, il faut monter de plus, au point même que Intel avait atteint, est-ce qu'ils n'avaient pas dépassé les 5 GHz sur un Pentium 4? Mais le Pentium 4 était vraiment pas très bon à cette époque-là. Les Athlon de chez AMD faisaient mieux à 3500 MHz notamment. C'était des processeurs 1 cœur. Hein. Donc là, la fréquence avait énormément d'importance. Du coup, après la course de gigahertz, on avait évidemment eu la course des cœurs. Et puis AMD avait perdu parce qu'ils n'avaient pas réussi à faire une architecture assez bonne. Ils avaient fait quand même des bons trucs, mais après, avec notamment les bulldozers, l'architecture bulldozer, ça avait juste pas été très bien. Et puis ils sont revenus avec Ryzen où ils ont refait une nouvelle course des cœurs. Et visiblement maintenant on a une nouvelle course de gigahertz. Je me demande ça va être quoi la prochaine course. La course au cache peut-être. Bon, ils ont déjà fait un peu une course au cache. Plus de cache dessus. En réalité, AMD a aussi montré une technologie où ils peuvent mettre énormément de cache. À mon avis, ça va être la course au cache, la prochaine course, après le gigahertz. Ensuite, je vous rappelle que Intel a toujours aussi des cartes graphiques prévues pour bientôt. Je ne sais pas quand est la date, parce que là, le problème, c'est qu'ils vont avoir les RTX 4000, et puis eux, ils vont te demander, hey, regardez, on sort des cartes graphiques qui sont techniquement old gen, parce que c'est un petit peu le cas. Ces cartes graphiques vont concurrencer les RTX 3000, sauf que les RTX 3000 vont bientôt se faire remplacer. Bon, en réalité, les RTX 3000 vont se faire remplacer au niveau du ultra haut de gamme et haut de gamme. Il va falloir un petit moment avant que ça descende l'échelle et qu'on atteigne le milieu de gamme, notamment. Donc ces cartes vont certainement viser le milieu de gamme. Et du coup, on a eu des specs avec les Arc 5 et Arc 7. Donc je vous rappelle que la A380 est déjà disponible sur le marché. Ce n'est pas un avion, c'est une carte graphique, je tiens à le préciser. Elle a 8 Xe-core et 128 XMX Engine. Les XMX Engine, c'est un petit peu comme les stream processeurs AMD ou les CUDA core chez Nvidia. C'est pas une comparaison exacte un pour un. Par contre, ne tenez pas compte que Nvidia a plus de CUDA core, donc plus performant. Non, mais c'est basiquement ce qui compose l'architecture, ou plutôt ce processeur graphique. Il y a 128 cœurs, en quelque sorte, graphiques. Ou engine, comme ils disent. Ça se dit engine, d'ailleurs. Du coup, celle-là, on l'a déjà vue, pas la plus performante. Elle a un petit peu du mal même à dépasser une GTX 1650. La Arc A580 serait du coup 3 fois en quelque sorte plus performante, même si elle a une fréquence plus basse, mais là 3 fois plus de cœur et aussi la bande passante augmente pas mal. Donc cette carte-là en particulier devrait être par contre plus intéressante certainement. Je ne sais pas ce qui vaut 3 fois une GTX 1650. À mon avis, on se rapproche d'une RTX 3060 ou 3050 certainement, ce qui serait logique d'un point de vue placement.
Puis après, on a les A750 qui ont encore plus et les A770 qui est là, le Big Daddy. Là, on se retrouve avec 32 Exi-core et ça vous donne 512 XMX Engine. Et vous avez une fréquence aussi qui augmente encore plus et vous pouvez aller jusqu'à 16 Go de RAM. Par contre, la bande passante de mémoire n'augmente pas beaucoup, donc ça c'est un peu bizarre, mais bon. C'est peut-être la A580 qui a trop de bande passante pour ce qu'elle est, mais bon. Du coup, la A770, elle serait plus en dessous de ce qu'on avait vu, elle serait en dessous d'une RTX 3070. Après, il y en a qui vont être en mode, oh, moi, m'intéresse pas, RTX 4000 arrive. Oui, mais après, si elle est vendue à un prix très intéressant, ça vaut la peine. Bon, après, bien évidemment, il faut que Intel fixe leur problème de driver. Ça, c'est un autre problème qui va peut-être prendre un petit peu de temps. Et comme vous pouvez voir, on voit aussi le modèle Founder Edition, je suppose que je peux l'appeler. Et là, les Arc 7 ont par contre des jolis LED pour faire un petit peu plus beau. Donc, voilà, si vous voulez des LED sur votre carte graphique, ça peut valoir la peine. Bon, je pense que vous n'êtes pas obligé de prendre une carte Intel pour avoir des LED, mais bon. Et elles peuvent monter jusqu'à 225 watts de consommation par information, ce qui est à peu près une RTX 3070. Donc en réalité, Intel n'est pas si loin d'NVIDIA en termes d'efficacité énergétique au niveau par rapport au niveau performance. Après, en tenant compte qu'NVIDIA a sorti des cartes graphiques gravées avec le processus de gravure de chez Samsung, qu'on l'a vu maintes fois par le passé maintenant, n'est pas le plus efficace au niveau énergétique, surtout quand on voit notamment les Snapdragon qui ont gagné 15-20% d'efficacité énergétique juste en repassant chez TSMC, sans rien changer d'autre. Oh, vous passez chez TSMC, 15% d'efficacité énergétique en plus. Wow, what? Oui, Samsung a du travail à faire. Ensuite, on a une news au niveau de SpaceX et de T-Mobile. Ça date un petit peu. J'ai mis un petit peu de temps à arriver dessus. Mais c'est en rapport avec notamment la news de chez Apple, comme quoi vous pourrez envoyer des SMS de secours avec les téléphones Apple en vous connectant à un satellite. Vous aurez juste à pointer votre téléphone vers un satellite. Et puis après, vous pourrez envoyer un SMS en mode Oh, je suis coincé dans la forêt. Ou Oh, tout va bien, ne vous inquiétez pas, même si vous ne m'avez pas vu depuis 3 jours. Dans tous les cas, SpaceX et T-Mobile, eux, avaient annoncé avant quelque chose d'encore mieux. Parce que la solution ici de T-Mobile, qui est, je vous rappelle, un fournisseur d'accès Internet et aussi de téléphone et tout ça aux États-Unis, leur solution avec SpaceX peut carrément aussi transférer des données jusqu'à 4 mégabits à la seconde. C'est pas énorme, hein, mais c'est suffisant pour regarder des vidéos ou même surfer sur le web. Donc c'est pas trop mal, c'est plus que des SMS. Vous pourriez même faire un FaceTime au-dessus d'une montagne si vous le voulez. Et du coup, ça utiliserait le réseau évidemment de Starlink de chez SpaceX, qui est une constellation évidemment de satellites en basse orbite qui peuvent fournir Internet. Maintenant, il y en a qui vont me dire Oh, mais ok, c'est génial, mais est-ce que j'ai besoin d'un terminal Starlink sur mon téléphone, genre une mini antenne ou autre chose? Non. En réalité, ça va utiliser l'antenne normale de votre téléphone. Mais c'est là qu'on a un petit catch. Le truc, c'est que les satellites actuels de SpaceX, Starlink, ne peuvent pas forcément le faire parce qu'ils n'ont pas le hardware pour. Il faudra la version 2 qui est plus grosse, plus de capacité et qui devra avoir des antennes qui peuvent communiquer justement avec une antenne téléphone classique. Parce que les antennes qu'utilise SpaceX pour leur antenne que vous mettez à la maison, littéralement les grosses antennes là, c'est pas exactement la même chose que pour un téléphone forcément. Et du coup, ça requiert Starlink V2 quoi qu'il arrive. Et Starlink V2, ben, il n'y en a pas encore en orbite. Donc ça va prendre quelques temps avant d'arriver et surtout quelques temps avant d'être totalement déployé. Mais quand ce sera fait, par contre, ça devrait être très intéressant. Et ça devrait vous fournir une bonne connexion à peu près partout. Et le truc, c'est que SpaceX, quand ils auront tout en orbite, ce sera partout dans le monde. Donc si un fournisseur d'accès Internet en France décide de supporter ça, ça marchera. Si un fournisseur d'accès Internet en Allemagne décide de se mettre en partenariat avec SpaceX, ils pourront le faire sans aucun problème. Donc une fois que c'est mis en place, n'importe qui dans le monde peut l'utiliser en accord avec SpaceX, évidemment. Tenez-en compte par contre évidemment qu'il faut être en extérieur, ça semble logique, dans un endroit dégagé. Il faut voir le ciel basiquement. Si vous voyez le ciel, ça devrait marcher. Si vous ne voyez pas le ciel, ça va être compliqué. Le facteur limiteur ici, c'est votre téléphone, forcément, parce que le téléphone est plutôt petit, les antennes sont très petites, donc il faut vraiment
un faisceau concentré. Le satellite doit vraiment concentrer son faisceau vers votre téléphone et ça requiert du coup des antennes plus grosses, d'où Starlink V2. Et aussi, forcément, pour renvoyer vous le signal vers le satellite, bah là, il faut que le satellite ait des antennes assez grandes pour arriver à capter le petit signal qui vient de votre téléphone. Euh, du coup, ça veut dire aussi que votre téléphone, techniquement, va envoyer un signal à 500 km, parce que les satellites Starlink devraient se retrouver à une orbite d'un peu plus de 500 km d'altitude. Donc, yep. Ça montre aussi à quel point un signal téléphone peut aller loin. 500 km, c'est énorme. Bon, il n'y a aucune obstruction, techniquement. Dans la vraie vie, il y a un arbre, c'est bon, quoi. Le gros du signal, il est parti. Là, il n'y a rien comme obstruction. Donc, il ne fait pas trop nuageux, parce que les gouttes d'eau dans les nuages aussi pourraient... Enfin, quand il pleut notamment, ça pourrait réduire aussi le signal. Mais, yep, 500 km, je ne savais pas que les antennes de téléphone pouvaient aller jusqu'aussi loin, franchement. Ensuite, on passe à une news totalement différente ici. Vous avez des personnes qui sont vraiment pas contentes avec Airbnb. Pourquoi? Parce que vous avez carrément des hosts Airbnb. Donc Airbnb, je vous rappelle, le principe c'est, oh, vous avez peut-être des appartements, ou vous avez votre maison, ou peut-être même une chambre dans votre maison qui est un peu séparée, et vous pouvez le mettre à louer sur Airbnb pour une journée. Un peu comme un hôtel, basiquement, sauf que vous n'êtes pas un hôtel et vous n'avez pas toutes les responsabilités d'un hôtel. Donc c'est une bonne manière de faire de l'argent si vous avez peut-être quelque chose qui traîne, et c'est une bonne manière, ou c'était une bonne manière pour les gens d'avoir un endroit où loger très vite fait sans avoir tous les inconvénients d'un hôtel. Et c'était moins cher. Maintenant, discutable si c'est moins cher. Je dirais même que c'est des fois plus cher que l'hôtel. Et là, ça empire encore plus. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces Airbnb, vous avez le prix de base. Alors, disons, oh, c'est 100 € la nuit, ok? Ou c'est 80 € la nuit. Et vous dites, oh, c'est moins cher qu'un hôtel. Un hôtel, c'est 120 € la nuit. Et puis après, ils rajoutent la part de Airbnb, qui va être aussi bien 25 €. Et puis après, ils rajoutent un coût de nettoyage qu'ils appellent. Et ce coût de nettoyage peut être de 100 €. Alors, le coût de nettoyage est fixe souvent, donc si vous prenez plusieurs jours, c'est pas grave, ça se répartit. Mais si vous prenez juste pour une ou deux journées, vous chopez aussi bien 120 € de coût de nettoyage. Et maintenant, vous avez des hosts de Airbnb qui mettent des listes de trucs que vous devez faire avant de partir. Et vous devez genre nettoyer les toilettes, nettoyer si, sortir les poubelles, faire la vaisselle peut-être. Et ça, vous les lavez en plus des frais de nettoyage. What? Est-ce que c'est pas le but des frais de nettoyage? Et il y a pas mal de gens qui justement qui ont partagé leur retour que ça devient n'importe quoi en fait. Vous avez des gens qui se font qui se chopent des plaintes plutôt de personnes qui ont des Airbnb parce que ils ont laissé peut-être des choses dans la poubelle. Et puis les gens sont en mode, mais j'ai payé des frais de nettoyage, est-ce que ça sert pas à ça justement? Et donc ouais, franchement, c'est en train de devenir n'importe quoi. Et ça illustre assez bien un problème qu'on a avec les startups. Airbnb était une startup qui avait pour promesse de littéralement révolutionner le monde de l'hébergement comme ça et de concurrencer les hôtels. Et maintenant, en fait, ils sont devenus pires que les hôtels, en fait. Et c'est souvent ce qui arrive avec des startups. Uber, ou plutôt Uber, oh, ça va être moins cher que le taxi. Et puis maintenant, limite, ça commence à être plus cher que le taxi dans certaines villes. Et ça continue comme ça, parce que au début, en fait, ces sociétés-là, en fait, ne cherchent pas à faire de l'argent. Tout ce qu'ils cherchent, c'est à dominer le marché, au point même de couper l'herbe sous le pied de leurs concurrents en ne faisant aucun argent, même en perdant de l'argent. Airbnb a fait ça par le passé. Il y a une époque où ils acceptaient juste presque rien de frais, et du coup, le gros de l'argent allait vraiment à la personne qui hébergeait, et du coup, ça permettait d'être beaucoup moins cher que les hôtels. Et maintenant, bah, ils se prennent tellement d'argent, et aussi les gens qui font des Airbnb sont devenus beaucoup plus confortables à charger encore plus et plus. Ils savent très bien ce qu'ils peuvent charger, et c'est devenu beaucoup moins intéressant en fait. C'est devenu même n'importe quoi. Donc, yeah, malheureusement. C'est dommage, mais c'est un petit peu le cas souvent avec les startups en réalité. Vous avez souvent ça qui se répète. Un peu comme Netflix aussi quand on y pense. Oh, c'est moins cher que de payer la TV ou autre chose. Et maintenant, on a Netflix, on doit avoir Disney+, on doit avoir je ne sais quel service de streaming. Et maintenant,
c'est plus cher que la TVA en fait. Donc, il est temps de remettre notre chapeau de pirate et de prendre d'aller dans les 7 mers, moi je dis. Enfin bref. Ici, évidemment, c'est un énorme problème. Il y a aussi un autre problème qu'on peut parler avec Airbnb, qui est énorme en réalité. C'est que à cause de ça, que c'est facile de faire l'argent avec Airbnb et que ça a été pendant des années, vous avez plein de gens qui ont acheté des appartements, qui ont euh, littéralement monopolisé des hébergements qui pourraient être utilisés par des gens qui vivent dans une ville pour faire des Airbnb. Vous avez des villes qui sont obligées de mettre maintenant des lois qui vous interdisent de faire des Airbnb. Parce que, aussi bien, vous avez 30% des appartements dans une ville qui sont réservés juste pour les Airbnb. C'est énorme. Et du coup, ces 30% d'appartements pourraient être utilisés par des gens qui vivent dans la ville. Mais à cause de ça, les gens, comme les prix ont augmenté parce que tout est occupé, les gens sont obligés d'aller plus loin dans la ville. Ça augmente leurs frais de transport, les temps de transport, juste à cause de Airbnb. Donc, yep, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. J'aime bien Airbnb et des trucs comme Booking et tout ça, mais il y a des gros problèmes. Ensuite, on a une petite news d'update par rapport à une autre news qu'on avait eue là 2 semaines, il me semble. Je vous rappelle, une IA avait généré une image qui avait gagné une compétition d'art, qui était même fini en première place. Depuis, vous avez des sites d'art qui ont commencé à tout simplement bannir les images générées par des IA. Pourquoi? Parce que ça devient problématique. Il y en a en fait plein qui sont postés, des énormes quantités qui sont postées parce qu'ils peuvent les générer très rapidement. Donc vous avez Newground, vous avez Inkblot et vous avez Fur Affinity qui ont commencé à justement bannir ce genre d'images sur leur site pour la simple bonne raison que oui, ça devient du spam et il y en a beaucoup de trop. Et aussi, il y a le débat de est-ce vraiment de l'art si c'est généré par un IA. Ça, on en avait déjà débattu dans le dernier, justement dans cet épisode où on a vu la news. Il y avait des personnes qui avaient donné, selon moi, des bons arguments. Je pense que le meilleur argument, c'est que c'est comme avant, on faisait de l'art avec un pinceau. Et puis peut-être qu'on a fait de l'art avec, je sais pas moi, on a commencé à sculpter. Et puis on a fait peut-être de l'art avec des instruments de musique. Ben, faire de l'art avec une IA, c'est une autre forme de faire de l'art. Il y en a qui vont dire, ah, mais c'est beaucoup plus facile, c'est trop facile. Mais du coup, vous pouvez aussi le voir dans l'autre sens. C'est beaucoup plus facile, oui, mais ça vous permet de faire beaucoup plus en fait. Maintenant, juste faire une image, c'est pas assez. Peut-être que vous devez votre votre création d'art en quelque sorte, ça doit être beaucoup plus important. Peut-être que vous utilisez toutes ces images pour faire autre chose qui n'aurait pas été possible avant, justement. Donc moi, je le vois aussi comme ça, honnêtement. Et je le dis ça, moi, je le vois en disant ça en étant dans la communauté Minecraft, notamment la communauté Minecraft, où on construit dans Minecraft, on fait de l'art en quelque sorte. Au début, dans Minecraft, les gens plaçaient des blocs. Ouais, on passait un bloc, on plaçait un autre bloc, et on faisait une petite maison. Et c'était joli. Et les gens étaient en mode, waouh, jolie construction. Puis on a fait des châteaux et tout ça. Et puis après, on a commencé à avoir des outils. Le premier outil qu'on a eu, c'était des outils de terraforming ou des outils World Edit pour copier plus facilement. Donc, au lieu de faire 50 maisons à la main, j'en fais une et puis je la copie. Et du coup, c'était plus facile de faire toute une ville ou tout un château. Et puis on a eu des outils de terraforming pour faire des montagnes et tout ça. Et puis ces outils sont devenus beaucoup plus complexes encore. Et maintenant, vous avez des outils qui permettent de faire des chemins arrondis, des ponts automatiquement, des arches automatiquement. Et ça devient beaucoup plus facile de construire. Et je l'ai vu l'argument de «Oh, ça devient trop facile» ou alors «Oh, il n'y a aucun mérite à faire ça». Mais selon moi, si. Mais c'est juste que si vous avez un outil qui vous permet de faire beaucoup plus facilement quelque chose, vous devez faire plus en fait. Et il y a eu aussi cette surenchère dans la communauté Minecraft justement, où les gens devaient faire de plus en plus pour impressionner. Parce que en 2011, vous postez un château médiéval Minecraft, les gens étaient en mode «Wow, c'est génial». Vous le faites en 2022, les gens sont en mode «Wow, sympa ton château, mais où est-ce qu'elle est toute la ville autour, et puis les montagnes, et puis le port, et puis les 300 000 bateaux qui traînent dans l'eau là?» Les gens s'attendent à plus en fait. Donc là, je le vois aussi de la même manière. Ça facilite de faire de l'art, ça facilite de faire certaines formes d'art, pas toutes, en tenant compte, hein, il faut en tenir compte. Ça a ses limitations aussi. Certaines de ces images, vous avez des fois une certaine patte qui revient. Dans certaines IA, elles génèrent des images qui ont tendance à être toujours les mêmes. Du coup, vous avez des limitations. Et selon ces limitations, vous allez devoir travailler aussi, essayer de faire quelque chose, oui, qui, selon moi, justifie cet art.
Vous avez maintenant des trucs d'IA apparemment qui peuvent faire de l'édition de vidéo pour vous, ou en tout cas pré-monter une vidéo pour vous. Vous avez aussi des trucs au niveau IA qui peuvent générer carrément un background pour une vidéo carrément maintenant. Donc ça devient très impressionnant. Pour moi, vraiment dans 30, allez 40 ans peut-être qu'au final, quand vous ferez un film d'animation ou en partie avec de la 3D derrière et tout ça, peut-être que vous n'aurez plus besoin d'avoir un artiste qui génère plein de trucs à la main. Peut-être que cet artiste ira et sera très, très doué pour utiliser l'IA pour générer le background qu'il faut parfaitement pour votre univers, en fait. Euh, et ce sera un autre set de skills. Pour moi, la personne sera toujours aussi skillée, mais le skill aura juste changé. Il sera moins, ce sera moins par rapport à faire de la 3D et plus à bien utiliser l'IA pour faire de la 3D. Donc c'est juste une évolution en fait. C'est de l'évolution qu'on a dans tous les milieux aussi au niveau de l'être humain. Par exemple, avant, quand on devait cultiver à la main. Maintenant, on a des tracteurs, on a des énormes machines. C'est beaucoup plus facile de faire plus, mais en même temps, on a besoin de plus aussi. Donc là, je le vois aussi de la même manière. On peut faire de l'art beaucoup plus facilement, mais où est-ce qu'on peut pousser les limites, justement? Qu'est-ce qu'on peut faire avec cet outil qui est beaucoup plus facile pour faire de l'art? Euh, on ne le sait pas encore tout à fait, hein. Honnêtement. Moi, je suis encore en train de me dire, ok, qu'est-ce que ça peut amener comme révolution? Il faut le voir, en fait. Mais avec le temps, on verra justement qu'est-ce que ça va amener comme révolution. Et je pense que selon moi, ce sera une bonne chose, même si évidemment, vous allez avoir des personnes qui vont perdre leur travail à cause de ça, littéralement. Mais ça, c'est l'évolution. Je vous rappelle que voilà 300-400 ans, plus de 80% de la population, c'était même encore plus, travaillait dans l'agriculture. Tout le monde cultivait. Maintenant, c'est genre quelques pourcents en France. Donc, ça vous montre que vous pourriez vous dire, du coup, maintenant, plus de 80% de la population est au chômage. Non, ces personnes ont fait d'autres travails maintenant et ont pu se concentrer sur des trucs plus importants. Enfin, l'agriculture est très importante, mais c'est surtout qu'on n'a plus besoin d'autant de gens pour faire ça. On peut se concentrer sur des choses plus avancées. Et pour moi, je vois la même chose au niveau de ces images générées par IA. Les gens vont pouvoir se concentrer sur d'autres choses. Ce sera plus facile de créer tout un univers. Un peu comme avant, écrire un livre, il fallait être riche quand même pour écrire un livre avant, parce que le papier coûtait cher, tout ça. Et puis, c'est devenu moins cher, c'est devenu beaucoup plus facile d'écrire un livre. Avant, c'était beaucoup plus compliqué de faire un film. Acheter une caméra, très cher. Maintenant, vous pouvez faire un film sur votre téléphone. Vous voyez, la barrière d'entrée diminue et du coup, on a plus de films, on a plus de livres, on a plus de musique. Avant aussi, c'était compliqué de faire la musique. Maintenant, beaucoup plus facile. Mais là, je le vois aussi de la même manière. Avant, c'était compliqué de faire de l'art pour illustrer quelque chose. Maintenant, c'est beaucoup plus facile et ça va vous permettre à plus de gens de le faire. Des gens qui n'avaient pas forcément le talent vont pouvoir accéder à ça et améliorer leur œuvre qui requérait ce talent-là. Donc, peut-être dans le futur, on aura le fait de pouvoir faire des films d'animation beaucoup plus facilement, parce qu'on pourra faire le gros de ce film d'animation avec de l'IA, en fait. Et la personne aura juste à être très intelligente à bien écrire les instructions à l'IA, en fait, pour qu'elle puisse créer cet univers. Vous devrez, en gros, donner les bons outils à l'IA pour faire ce que vous voulez exactement. Donc, yep. Bref, dans tous les cas, je ne me lance pas plus dans le truc. Moi, c'est ma vision des choses. Je dis pas que ça va être comme ça. Je dis pas que c'est la bonne chose de voir les choses. Je tiens à le préciser aussi, hein. Si vous trouvez que c'est une mauvaise chose, vous avez aussi raison. Et vous avez certainement des bons arguments pour ça. Moi, personnellement, je trouve qu'à terme, ça devrait être une bonne chose quand les gens vont s'adapter à ça et qu'on va pouvoir créer plus, en fait, grâce à ça. Ça va prendre du temps. Il y a des gens qui vont perdre leur travail, clairement. Mais je pense que ça devrait être une bonne chose dans le long terme. Surtout que l'art, c'est beaucoup moins grave que si on laissait une IA, je sais pas moi, gérer notre gouvernement, par exemple. Ou peut-être nous contrôler ou autre chose. Donc, yep. Il vaut mieux qu'ils fassent juste de l'art. C'est peut-être mieux. Et du coup, c'est à peu près tout pour les news de cette semaine-ci. Je vous rappelle l'existence du document de vente dans la description pour ceux qui seraient intéressés. Je vends plusieurs trucs, donc n'hésitez pas à checker. J'ai dit préférence en Belgique, mais vous pouvez aussi demander si vous êtes en France. Hein. Envoyez juste moi un mail avec ce qui vous intéresse. Premier arrivé, premier servi.
tant que le truc n'est pas coloré orange ou rouge dans le document, c'est-à-dire qu'il est toujours disponible. Donc, n'hésitez pas à demander. Et du coup, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Ciao, ciao!